Les films du vendredi, troisième. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Salut à tous et bienvenue dans les films du vendredi. Aujourd'hui, je vais revenir sur les films récompensés aux Oscars 2019. Et pour ce faire, j'ai ma petite liste avec moi. Donc, ce que je vous propose, c'est que je ne commence pas tout de suite par le meilleur film, évidemment. On va commencer par les prix, on va dire un petit peu mineurs, entre guillemets. On va dire ça comme ça. Et pour arriver justement au meilleur film. Alors, je tiens à préciser qu'il s'agit d'un avis personnel, évidemment, je pense que vous en doutez. Voilà, je ne détiens pas la vérité absolue, c'est uniquement mon ressenti par rapport aux films qui ont été primés. Juste un petit point rapidement, que ce soit pour les Oscars ou les Césars d'ailleurs, je trouve que cette année les prix ont été plutôt bien répartis. Bon, petite blague pour le prix du public qui a été tenté cette année au César, qui a récompensé donc les Tuches 3. Il faut bien comprendre que ce n'est pas le nombre d'entrées que peut faire un film qui donne une véritable indication sur le film préféré des Français. Voilà, c'est vraiment une hérésie. Ce prix est à bannir selon moi. Voilà, c'était une tentative cette année, c'était rigolo, mais bon, je pense qu'on peut difficilement prendre ça au sérieux. Voilà, un jour on aura Camping 4, enfin voilà, ça n'a aucun sens. Donc voilà, je pense que l'année prochaine, va falloir arrêter tout de suite ce prix, c'est vraiment une grosse blague. Mais voilà, bon, parenthèse fermée, je viens donc à mon sujet, donc les Oscars 2019. C'est vrai que cette année, j'ai vu plus de films américains que français, ce qui m'a donné plus envie de parler des Oscars. Donc je vais commencer, la première catégorie, c'est meilleur film documentaire. N'ayant pas vu le film documentaire Free Solo réalisé par Elisabeth Chevazar-Eli, vous voyez, j'arrive même pas à le prononcer. Voilà, bon, on va passer directement à la catégorie du meilleur film d'animation. Et là, pour ceux qui me connaissent un peu, notamment à la radio, vous connaissez un petit peu mon avis sur Spider-Man New Generation, qui est donc le grand favori. Rappelons quand même que parmi les films sélectionnés, les films en liste donc, pour le prix du meilleur film d'animation, nous avions Les Indestructibles 2, L'île aux chiens de Wes Anderson, Mirai, ma petite sœur, donc Japanimation, et la suite de Ralph, Ralph 2.0. Moi, ça me fait beaucoup rire, puisque je m'attendais à ce que Spider-Man New Generation, ou Spider-Man Into the Spider-Verse, c'est le titre original, soit récompensé. Je le sentais gros, mais alors gros comme une maison, qu'il allait obtenir un prix, celui donc du meilleur film d'animation, puisqu'il ne pouvait pas prétendre à autre chose. Ça aussi, c'est un problème aux Oscars, ou dans toute récompense, c'est que le problème, c'est qu'on met une catégorie au film d'animation. Ce qui est quand même absurde, dans la mesure où l'animation est un procédé cinématographique et absolument pas un genre de film. Voilà, vous pouvez parler de sujets très matures dans un film d'animation, vous n'êtes pas obligé forcément de viser un public jeune, enfant, etc. Bon, l'animation est un procédé, voilà, vous choisissez de faire ça avec, donc non pas des acteurs, mais voilà, avec des dessins, des personnages faits par ordinateur, par CGI, etc., enfin tout ce que vous voulez, de l'animation, quoi. C'est un procédé cinématographique, ce n'est pas un genre de film. C'est pas, ouais, je vais voir un film d'animation, donc je sais à quoi m'attendre. Non, vous allez voir un film qui utilise l'animation pour sa diégèse, et ça, c'est tout à fait personnel, c'est un choix artistique. Donc voilà, donc cette catégorie qui est pour moi un petit peu une blague, récompense donc Spider-Man New Generation, pardon, excusez-moi. Comment vous dire, le truc, c'est que, évidemment, si on se base que sur l'esthétique, Spider-Man New Generation est assez novateur. Et je comprends tout à fait pourquoi il a reçu le prix, il n'y a aucun souci, c'est pas parce que je ne suis pas d'accord que je ne comprends pas pourquoi il a obtenu ce prix. C'est vrai que rarement au cinéma, notamment le cinéma de super-héros, n'arrivait à vraiment donner l'impression de feuilleter un comics sur grand écran, quoi. Donc là, c'est vraiment le cas. C'est très bien fait, il n'y a rien à dire. Mais pour moi, je suis navré, mais un bon film, ça commence par un bon scénario. Et moi, je reproche énormément à Spider-Man New Generation
d'être bon dans dans son premier quart, moitié, elle est envie d'être gentil. Quand on se concentre sur le personnage de Miles Morales, mais dès qu'on passe à foisonnement d'ennemis, de personnages non traités et qui n'apportent rien au déroulé de l'action et de l'histoire et de l'intrigue, non, moi je dis non, voilà. Je crois que c'est Sylvia Octopus, je sais plus, là, c'est la femme Octopus, on n'apprend rien d'elle, on sait pas ce qu'elle fait là. Et aussi et surtout, les différents Spider-Man, il y en a qui sont absolument pas traités, comme le Spider-Man noir de 1933, hyper intéressant. Limite, je comprends pourquoi. Évidemment, ça peut. L'idée, en fait, moi je vois ça un peu comme les Avengers, c'est la même logique. On vous présente plusieurs Spider-Man issus de plusieurs mondes parallèles, plusieurs dimensions. Donc voilà, c'est propice au spin-off. Donc évidemment, on peut étendre le Spider-Verse, faire plein de films, etc. Bon, à un moment donné, le truc, c'est qu'il faut aussi comprendre que Spider-Man est inavengerisable, pour moi, et je pense que Homecoming a été, si vous voulez, l'exemple parfait, la preuve parfaite pour montrer que on ne savait plus quoi faire de Spider-Man. Voilà. On l'introduit dans Captain America. On ne savait plus comment le faire accepter. C'est-à-dire que Andrew Garfield, avec Mark Webb, The Amazing Spider-Man, ça ne marchait pas, ça ne faisait pas d'entrée. Donc du coup, ce qu'ils avaient teasé de bien pour le 3 et le 4, c'est parti aux oubliettes. Au profit de ce film où on part du principe qu'on connaît forcément le personnage et donc ça joue là-dessus, etc. Un peu comme Spider-Man New Generation, où je comprends tout à fait, c'est l'adaptation des comics. Et où on en est en ce moment dans les comics, c'est que Peter Parker est mort. Je n'ai aucun problème avec ça. Miles Morales est très intéressant, son origin story est très bien racontée. Mais voilà, nous, ce qu'on voulait, c'est voir sa relation avec le rôdeur. C'était pas assez développé. C'est-à-dire qu'on ne se concentre pas sur cette histoire-là. Mais après, il y a des digressions sans cesse. Et après, on nous perd, quoi. Et puis les scènes d'action sont pas très lisibles. C'est assez cafouillis, difficilement suivables. Donc voilà, et elles ne sont pas toutes porteuses de sens. Si vous avez vu ma critique d'Alita, on a besoin d'avoir des scènes d'action quand même au cinéma qui nous racontent quelque chose. Si c'est juste décoratif, on vous fait un dégueulis de couleurs fluorescentes dans tous les sens. C'est très beau, il n'y a rien à dire. Hein. Mais est-ce que ça raconte quelque chose et est-ce que ça restera plus tard dans les annales du cinéma? Je ne suis pas sûr. Honnêtement... Spider-Man, je crois que malheureusement, est un personnage maudit au cinéma. Je pense que, c'est pas pour dire que Spider-Man 2 restera éternellement le meilleur film Spider-Man, mais j'avoue que là, quand même, ça commence à devenir un peu compliqué pour l'homme araignée, et c'est pas Far From Home et les suites d'Homecoming qui sauveront le personnage au cinéma. Comme argument premier, c'est Iron Man qui sauve toutes les situations d'Homecoming. À un moment donné, on demande un film Spider-Man. Et on ne veut pas non plus que ce soit une mauviette. Je veux dire, si vous aimez Spider-Man, vous n'aimez pas qu'on le montre comme une espèce de loser, un peu branle. Enfin, il peut être maladroit, il n'y a aucun souci. Mais non, à un moment donné, là, c'est trop, c'est trop. Donc voilà, je comprends pourquoi Spider-Man New Generation a obtenu le prix du meilleur film d'animation. Aucun souci là-dessus. Mais moi, je l'aurais donné à L'île aux chiens de Wes Anderson, qui est pour moi... je commence à me demander... Alors évidemment, moi, mon film préféré de Wes Anderson, c'est La vie aquatique. Mais par rapport à ses films d'animation, en même temps, il n'y en a que deux. Il y avait Fantastic Mr. Fox et celui-ci. Fantastic Mr. Fox, c'était adapté de Roald Dahl, donc c'était un petit peu plus jeunesse, etc. Mais là, c'est vraiment le film de la maturité pour moi, pour Wes Anderson. L'île aux chiens est très mature. C'est ça vous parle quand même de... Enfin, c'est assez engagé. C'est très très fort. Et au niveau de l'animation, oui, on a déjà vu du stop motion, mais du stop motion à la Wes Anderson, quand même, ça mérite d'être récompensé. Donc vraiment, petite déception pour moi, pour L'île aux chiens, mais bon, je pense que Wes Anderson, quand même, se porte très bien, mais voilà, c'est ma petite déception. Bon, voilà. Alors, prochaine récompense, donc c'est celui du meilleur film en langue étrangère. Alors là, je vais vous avouer
que j'ai vu donc le vainqueur, j'ai vu donc Roma, qui est le vainqueur d'Alfonso Cuarón, qui a fait Gravity et j'ai oublié un autre film très connu, peu importe, mais alors, là le truc c'est que là où je trouve ça quand même, j'ai pas vu les autres films en lice, mais je trouve qu'effectivement, là on parlait d'esthétique avec Spider-Man New Generation, là il est clair que nous avons un film où la photographie est extraordinaire. Vous avez voilà, le noir et blanc qui est utilisé dans Roma. Alors, il faut rappeler quand même que c'est un film Netflix, donc pas sorti au cinéma. Ça, c'est quand même aussi, j'ai l'impression, une grande première. Enfin, de récompenser comme ça des films Netflix. Moi, je n'ai aucun souci là-dessus. Si ça permet à des auteurs de continuer à faire du cinéma, je dis bienvenue Netflix. Voilà, c'est aucun problème, allez-y. Si en plus ça pouvait sortir en salle, ce serait mieux. Mais en tout cas voilà, ça, il n'y a aucun souci. Donc Roma, qui nous raconte donc la jeunesse d'Alfonso Cuarón, parce qu'en fait c'est plutôt ça l'histoire, avec ses parents. Donc ça se passe au Mexique. C'est très bien, mais 2h15 sur voilà, une bonne à tout faire qui finit par tomber enceinte et c'est pas hyper captivant, quoi. Voilà, faut être honnête que faire 2h15 sur ce film, je trouve ça un peu long. Mais par contre, il y a des prouesses techniques. Encore une fois, voilà, c'est quelqu'un qui maîtrise le plan séquence. Vous avez des scènes qui sont vraiment très bien orchestrées. Hein. C'est vraiment vous savez que le plan séquence, c'est quand même assez difficile à mettre en place. Il faut que les comédiens soient vraiment raccordés au bon moment, qu'ils entrent au bon moment dans le champ, etc., qu'ils partent au bon moment. Donc, là, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous avez des panoramiques à 360 degrés qui sont très esthétiques, mais et en plus qui ne donnent pas la gerbe, parce que ça aurait pu être le cas à force de l'utiliser à outrance. Mais esthétiquement, il n'y a rien à dire. Ça vous dépeint bien le Mexique alors je crois que c'est dans les années 60 aussi. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est une chronique. Voilà, de la vie des Mexicains à cette époque-là. Après, voilà, c'est une chronique. Une chronique familiale plutôt, parce que voilà, ça nous raconte donc la vie d'une famille. Après, voilà, encore une fois, moi, je pense qu'effectivement, Roma mérite des prix, mais je ne sais pas si c'est celui-là. Bon, voilà, après, on va voir ce qui se passe par la suite. Meilleure musique de film. Alors là, je pense que c'est... Alors là, vraiment, là, je ne comprends absolument pas. Non, là franchement... Alors, évidemment, vous allez me dire, Black Panther, fallait le voir. Oui, effectivement, n'étant pas très fan du MCU, j'ai tendance un petit peu à boycotter les films de super-héros, voilà, mais voilà, quand il s'agit d'origin story, j'aime bien toujours aller les voir. Par exemple, chez DC, Aquaman, ça me tentait pas mal, je le rattraperai, c'est sûr. Chez Marvel, Black Panther, écoutez, le truc c'est que là je vois meilleure musique de film, et le problème c'est que je sens la connerie, c'est voilà, d'avoir une musique plutôt insignifiante, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos qui vous expliquent comment sont fabriquées les musiques de films pour les super-héros. Elles sont expédiées. Parfois, on prend des compositeurs qui doivent calquer sur des musiques qui ont été pré-composées, pré-enregistrées. Et donc, les compositeurs, je ne sais pas, vous prenez Hans Zimmer par exemple, va devoir se caler avec la musique qui a été pensée à la base pour combler le fait qu'il n'y en avait pas pendant la production du film, pendant la post-prod. Et en fait, le truc, c'est que ça permet effectivement d'expédier rapidement la production des films. Donc voilà, vous faites des films très rapidement, ils sont expédiés, mais c'est au détriment parfois justement de la couleur musicale, de la personnalité, de l'identité musicale du film. Donc je suis quand même très sceptique, sachant que vous avez Black Landsman quand même, qui avait une bonne BO, si Beale Street pouvait parler, le réalisateur de Moonlight, L'île aux chiens, encore une fois, Alexandre Desplat quand même, sans déconner. Je pense que comme compositeur en vogue, mais évidemment il a déjà tellement de prix que il faut aussi passer le relais, il n'y a aucun souci. Et le retour de Mary Poppins. Voilà, et donc Black Panther.
Écoutez, évidemment, je vais rien dire, je n'ai pas vu le film, si ça se trouve la musique est formidable, mais je suis quand même relativement sceptique. Voilà. Meilleure chanson originale. Alors, le prix a été remis à A Star is Born de Bradley Cooper, avec Bradley Cooper et Lady Gaga. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'effectivement, le titre Shallow est très intéressant. Il intervient à un moment du film où, voilà, c'est en première demi-heure, je crois, où Lady Gaga commence à rentrer en scène avec Bradley Cooper, un moment très émouvant dans le film. C'est une belle chanson, il n'y a pas à dire. De toute façon, voilà, il n'y avait vraiment pas grand-chose dans la liste de toute manière pour la meilleure chanson originale. Bon, Black Panther, All the Stars, je sais vraiment pas. Mais en tout cas, oui, pour donc A Star is Born, clairement, meilleure chanson originale, il n'y a rien à dire. Voilà, je ne vais pas contredire. Au passage, c'est un très bon film. Effectivement, il a aussi une dimension... c'est plutôt un film accessible, hein, qui a aussi quelque chose de très populaire, très accessible, tout ce qu'on veut. Mais c'est un très beau film. Et je dois avouer que, oui, la meilleure chanson originale, je suis tout à fait d'accord. Donc, voilà, je ne veux rien dire. De plus, sur ce prix, meilleurs effets visuels. Alors là, il y a quelque chose que je me pose quand même comme question, parce que là, donc, le prix a été attribué à First Man, le premier homme sur la Lune, par le réalisateur, c'est Damien Chazelle, réalisateur de La La Land. Vous aviez quand même, alors Avengers Infinity War, bon, c'est pas moi qui vais donner un prix Avenger. Jean-Christophe et Winnie, alors Winnie l'ourson, bon, je ne sais pas. Ready Player One, alors là quand même, Ready Player One, c'était quand même assez gratiné niveau visuel. Je pense qu'il aurait pu mériter, honnêtement, un prix. Et Solo Star Wars Story. Bon, alors, c'est vraiment difficile, hein. J'avoue que là, si je devais choisir, alors First Man, l'avantage quand même mais c'est très minimaliste. En fait, le problème, c'est que First Man n'a pas vraiment enfin, je trouve pas qu'il y ait des effets extraordinaires dans ce film, en fait. Vous avez Ready Player One, enfin, je sais pas, moi je vois la liste, je me dis Ready Player One, ouais, déjà, ça me parle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des effets visuels de fou. Vous êtes plongé dans un monde virtuel, avec des avatars, etc., qui est vraiment très complexe à mettre en image et à réaliser. Et vous donnez ça à First Man, qui n'a pas vraiment énormément de vue de l'espace, etc. Bon, je trouve ça un petit peu curieux. Bon. Alors, le prochain. Le prochain me fait très plaisir, car bien que je reproche au film de ne pas rétablir la vérité ou de divulguer la vérité sur le groupe Queen aux spectateurs, Bohemian Rhapsody remporte le prix du meilleur mixage de son. Eh bien oui, pourquoi? Alors, je vais avoir un argument, mais qui n'est pas des moindres, puisque c'est le passage où Queen doit se produire au concert de Live Aid. Voilà. Vous avez, dans la véritable histoire du concert et de la programmation de 1985, vous avez le groupe Dire Straits qui interprète Sultan au Swing juste avant le passage de Queen. Donc ça, c'est ce qui s'est passé en 85 au concert de Live Aid. C'est exactement ce qu'on entend au loin au moment où Queen se prépare dans leur loge. Et vous reconnaissez Sultan au Swing au loin. C'est hyper bien fait. Et voilà, c'est pas appuyé, on vous dit pas oui alors maintenant les gars c'est à vous, Dire Straits est passé, c'est à vous. Non, on ne vous raconte pas ça à l'intérieur du film. Vous l'entendez au loin et après en cherchant vous dites mais oui, effectivement, il s'était passé avant et ce petit détail-là a bien été respecté. En termes de mixage de son à ce moment-là, je trouve ça vraiment, je trouve ça parfaitement réalisé quoi. Donc oui, Black Panther, First Man, Roma, A Star is Born. Oui, alors ça, donc c'était donc les autres films en lice. Non, clairement, pour moi, c'est Bohemian Rhapsody. Je vous dis, il y a vraiment, on a du son.
il y a vraiment un traitement du son qui est intéressant, quoi. Voilà, des choses qui sont au loin, pendant que des choses sont dites par les personnages, etc. C'est très bien géré. Donc pour moi, oui, ce prix technique de son revient entièrement à Bohemian Rhapsody. Meilleur montage de son. Bon, alors là, je vais vous dire, il y a aussi un moment donné où on a l'impression que c'est des sous-prix, etc. de son, ça n'en finit pas. Il s'agit de Bohemian Rhapsody. Bon, moi je suis entièrement d'accord, il n'y a aucun souci, que ce soit montage, mixage, voilà. Pour moi, on est quand même un peu dans la même logique, donc ça ne m'étonne pas que Bohemian Rhapsody remporte une deuxième fois un prix technique pour le son. Voilà. Et nous avions, Sans un bruit quand même dans la liste. Bon, voilà, Sans un bruit, c'est quand même un film qui a un gros problème de scénario, qui ne tient absolument pas la route, je trouve. Après, au niveau du son, est-ce que c'était bien géré? Ouais, mais enfin, c'est vraiment pas une prouesse. Ce film a été un peu un ratage. Je trouve que Sans un bruit, vraiment été un ratage. Donc, non. Ça aurait pu être un bon film, hein, sur le papier, c'est très intéressant. Mais non. Bohemian Rhapsody, aucun problème. Ensuite, meilleur montage. Alors là, je ne sais pas. Parce que, encore une fois, Bohemian Rhapsody, là, je trouve que ça commence à faire beaucoup. Surtout que la mise en scène de Bohemian Rhapsody est assez convenue. Vraiment une prouesse de mise en scène déjà de base. Bon, alors après, on parle du montage. Vous avez Black Landsman, quand même. Excusez-moi du peu. La Favorite, du réalisateur de The Lobster. Green Book sur les routes du Sud et Vice. Eh bien, désolé de le dire, mais Black Landsman le méritait haut la main. Je trouve que là, vraiment, là, au niveau des split screens utilisés, vraiment des séquences avec des changements de focale, etc. Non, il y avait vraiment un vrai travail de montage. Non, là, clairement, la Bohemian Rhapsody, je ne vois pas du tout en quoi. C'est assez bateau, assez lambda dans l'enchaînement des séquences. C'est très convenu. Encore une fois, ça va de pair avec la mise en scène, c'est très convenu. Donc non, absolument pas d'accord. Meilleure photographie pour Roma d'Alfonso Cuarón. Évidemment que là, je ne vais rien dire. La photo revient à Roma. Je n'avais pas vu ça depuis des années au cinéma, un noir et blanc pareil. Ouais, non, vraiment... Ouais, les cadrages sont parfaits. On suit des personnages. La caméra s'arrête, un personnage commence à rentrer dans une porte, on l'attend, il ressort, on le resuit, etc. Plan séquence, très bien fait. Et ouais, ce noir et blanc est d'une qualité tellement rare au cinéma que ouais, meilleure photographie. C'est tout à fait mérité. Ensuite, meilleur maquillage et coiffure qui revient à Vice. Bon, donc ça peut rappeler un petit peu Gary Oldman dans Les Heures Sombres, qui a interprété le rôle de Winston Churchill, donc qui avait été grimé pour l'occasion, et là c'est exactement le même cas, avec Vice, où justement là il joue le vice-président de George W. Bush, donc Christian Bale incarne ce rôle, et donc effectivement il est grimé, etc. Donc c'est quand même un travail de maquillage et de coiffure, mais meilleur maquillage et coiffure. Tout à fait mérité. Après, il y avait Border et Mary Stuart, Reine d'Écosse. Bon, j'avoue que je ne sais absolument pas, je n'ai aucune idée de ces films, donc voilà. Ensuite, nous avons meilleur costume. Alors, meilleur costume, Black Panther, pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? J'ai quand même une idée, n'ayant pas vu le film, j'ai vu quand même les costumes utilisés, etc. Ouais, visuellement, au niveau costume, c'est vrai que c'est quand même relativement intéressant. Après, vous aviez la balade de Buster Scruggs, donc des frères Cohen. Alors là, je suis voilà, vraiment navré, mais ce film n'est absolument pas à la hauteur du génie des frères Cohen. Vous avez donc c'est une succession de courts-métrages, hein, bon, qui sont très inégales. Il y en a qui sont très bons, comme le tout premier, et il y en a qui sont nettement moins bons. C'est très casse-gueule ce film. Je trouve que c'est vraiment un échec pour le coup. Ouais, je sais pas comment ils ont. C'est un film Netflix, hein, mais non, alors, plutôt raté.
La Favorite, toujours de Yorgos, le réalisateur de Lobster. Ouais, le retour de Mary Poppins, c'est Mary Stuart, reine d'Écosse. Alors, le retour de Mary Poppins, bon, quand même un travail de costume assez intéressant. Moi, pour le coup, je l'aurais peut-être... Après, il y avait La Favorite, où là aussi... Ouais, là, j'avoue que je serais un petit peu embêté. Hein. Si je devais choisir, c'est vrai que je serais peut-être un peu embêté. Mais voilà, je ne suis pas choqué que Black Panther obtienne le prix des meilleurs costumes. Voilà, aucun problème. Après, meilleur décor. Alors, meilleur décor, Black Panther, il me semble qu'ils n'ont justement pas eu trop recours à des fonds verts, mais ils ont quand même construit des décors. Moi, ça ne me choque pas. Voilà. Après, effectivement, Roma bénéficie de décors complètement naturels. Passons maintenant à la catégorie du meilleur scénario adapté. Alors, nous avons A Star is Born, Sybil Street pouvait parler, Can You Ever Forgive Me, La balade de Buster Scruggs ou Black Landsman, J'ai infiltré le Ku Klux Klan. Et pour moi, la réponse est très claire, c'est tout à fait en accord avec le prix décerné. Il s'agit en effet de Black Landsman de Spike Lee. Comment vous dire à quel point ce prix est mérité? Alors évidemment, moi, je vais être clair avec vous. Pour moi, Black Landsman, c'était justement le film qui méritait le prix du meilleur film. Ça faisait des mois que pour moi, c'était lui. Et donc, du coup, bah oui, effectivement, meilleur scénario adapté. Voilà, l'histoire de ce noir américain qui infiltre le Ku Klux Klan est très bien racontée. On a une mise en scène terrible avec des utilisations de split screen justement pour traduire le fait qu'il s'agit d'une infiltration. Donc effectivement, c'est vrai qu'à la voix, quand quelqu'un vous appelle au téléphone, vous ne pouvez pas savoir que bah, voilà, c'est un noir, etc. Et donc celui qui décroche et qui est membre du Ku Klux Klan, voilà, il y a l'utilisation du split screen pour que le spectateur justement bah, voilà, puisse d'autant plus savourer les moments où ce noir américain infiltre cette secte, on pourrait carrément dire ça, hein, voilà. Et cette secte raciste. Et donc pour moi, bah oui, non, mais il n'y a même pas, voilà, il y a même pas à développer davantage. C'est d'après le livre éponyme de Ron Stallworth. Et voilà, donc très bonne adaptation. Alors, je n'ai pas lu le livre d'origine, mais je connais l'histoire donc de Black Landsman. Je pense clairement qu'effectivement, il s'agit d'une très bonne adaptation. Donc voilà. Ensuite, meilleur scénario original. Alors là, vraiment, rien à dire sur le choix. Il s'agit de Green Book sur les routes du Sud, de Peter Farrelly. Et oui, ce n'est pas une blague, c'est son premier film en solo. Il a l'habitude de faire avec son frère Bobby les comédies que l'on connaît, du style Dumb and Dumber, Marie à tout prix, Food Irene, etc. Et là, il adapte donc c'est un biopic en fait sur donc le pianiste jamaïcain Don Shirley qui donc avait fait appel à un chauffeur pour l'emmener, qui est joué par Viggo Mortensen, qui du coup sillonnait les routes du Sud pour pouvoir faire sa tournée dans un contexte de ségrégation raciale aux États-Unis dans les années 60. Donc voilà, le rôle donc, de Don Shirley donc, qui était attribué à Mahershala Ali, très époustouflant dans le rôle, etc. Mais effectivement, là il s'agit du meilleur scénario original, et c'est vrai que cette histoire est hallucinante. Donc très très beau travail. Vous voyez, vous avez La Favorite, encore une fois, que je n'ai pas vue, mais sur le chemin de la rédemption, Roma et Vice. Clairement, bon, il y a une petite idée des sujets des autres films, etc. Je me dis que vraiment Green Book mérite ce prix. Donc très beau travail de la part de Peter Farrelly. Voilà, très bon boulot. Alors évidemment, il n'est pas le seul scénariste. Il y a deux scénaristes principaux qui sont Nick Vallelonga, donc, qui doit certainement être le frère donc, du Vallelonga interprété par Mortensen, qui est donc justement le chauffeur en question, et Brian Curry. Voilà. Passons maintenant à la catégorie de la meilleure actrice dans un second rôle, qui a été attribuée à Regina King pour le rôle de Sharon Rivers dans Sybil Street pouvait parler.
du réalisateur de Moonlight. Je pense en effet que ce... Alors, évidemment, je ne peux pas comparer avec Emma Stone, Rachel Weisz dans La Favorite, voilà, que je n'ai pas vu, mais je pense que le prix est tout à fait mérité. En tout cas, ça ne me fait pas bugger. Voilà. En plus de ça, le réalisateur de Moonlight est vraiment doué pour... Enfin, il l'a prouvé avec Mahershala Ali, qu'il pouvait donc dénicher des seconds rôles très forts, et donc des bons acteurs de second rôle. Donc voilà, rien à dire là-dessus. Passons maintenant à la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle. Et alors là, pour la deuxième fois consécutive pour l'acteur, il s'agit de Mahershala Ali, qui avait déjà obtenu ce prix pour Moonlight. Voilà. Donc là, il interprète, comme je vous le disais, le rôle de Don Shirley dans Green Book, sur les routes du Sud, de Peter Farrelly. C'est entièrement mérité. Alors, c'est vrai que quand on regarde la liste, il y avait quand même Adam Driver. C'est vrai qu'il était quand même excellent dans BlacKkKlansman. Nous avons Sam Elliott pour le rôle de Bobby Maine dans A Star is Born. Ouais, bon, pourquoi pas, bon. Et ensuite, nous avons Richard E. Grant pour le rôle de Jack Hawk dans Can You Ever Forgive Me, et Sam Rockwell pour le rôle de George W. Bush dans Vice. Passons maintenant à la catégorie de la meilleure actrice, et le prix a été décerné à Olivia Colman pour le rôle d'Anne d'Angleterre dans La Favorite. N'ayant pas vu La Favorite, je ne peux pas vous dire ce que j'en pense, mais si je procède par élimination, c'est vrai que Melissa McCarthy, je ne le voyais pas forcément. En revanche, Lady Gaga dans A Star is Born a été formidable, donc franchement, c'était quand même... bon, ça aurait pu le faire. Glenn Close pour le rôle de Joan Castelman, dans The Wife, je ne sais pas. Après, Glenn Close, bon... Elle est plus toute jeune, je ne sais pas si... Bon, après, c'est pas une question de ça, mais je pense qu'elle a déjà eu des prix par le passé. J'espère pour elle. Et alors là, par contre, oui, c'est vrai que... donc Yalitza Aparicio, qui est donc le rôle principal donc dans Roma, je crois que c'est une nouvelle actrice dénichée donc par Alfonso Cuarón. Oui, là pour le coup, c'est la première fois qu'elle jouait et je trouve qu'elle s'en sort, plutôt bien. Après, est-ce que c'est... Ouais, après c'est... Voilà, encore une fois, je ne peux pas vraiment trancher, mais je dirais quand même qu'entre Lady Gaga et Yalitza Aparicio, c'est vrai qu'il y avait quand même du niveau. Donc, à voir donc pour Olivia Colman. Je rattraperai tout ça. Dans la catégorie meilleur acteur, alors là, je suis plus que d'accord, c'est Rami Malek pour le rôle de Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody. Là, oui, clairement, ce qui a été bluffant dans Bohemian Rhapsody, bien que le film soit, une grosse, comment dirais-je, une grosse escroquerie au niveau du groupe Queen, c'est-à-dire que tout ce qui est dit, quasiment tout ce qui est dit dans le film est faux, en fait. Vous n'avez rien de vrai sur l'histoire du groupe de Queen. C'est Brian May et donc le batteur Roger Taylor qui ont raconté ce qu'ils ont bien voulu raconter sur le groupe Queen. Mais il y a énormément d'erreurs, tellement au niveau des dates. Il y avait le batteur qui voulait lancer sa carrière solo dès 81. On a, alors que dans le film, on explique que Freddie Mercury a pensé un petit peu qu'à sa gueule et qu'il voulait à un moment donné, était tenté de faire une carrière solo. Non, là, clairement, les gars, faut peut-être pas pousser le bouchon un peu trop loin. Donc, il y a quand même c'est vraiment la version de Brian May et de Roger Taylor qui n'est pas forcément représentative donc, de ce qu'a été Queen, en fait. Alors, Freddie Mercury, c'est plutôt bien raconté, justement, avec toute son excentricité lors des soirées qu'il organisait chez lui, etc. Donc là, on voit bien la reine Mercury dans toute sa splendeur. Et Rami Malek, hyper bluffant dans le rôle, donc non, vraiment, je me souviens encore du moment où il décroche le micro au début, quand il commence à chanter dans des petits cabarets, etc., des petits clubs. Il y a vraiment c'est lui, quoi. Et surtout lors des soirées, encore une fois, les scènes de fête sont remarquables et il est très très bon dans la peau de Freddie Mercury. Alors évidemment, nous avions aussi donc Christian Bale pour Vice, Bradley Cooper pour A Star is Born, Willem Dafoe pour le rôle de Vincent Van Gogh dans At Eternity's Gate, et Viggo Mortensen. Alors là,
pour le rôle donc, de Tony Lip, enfin, Tony Vallelonga, c'est ça, Vallelonga, dans Green Book sur les routes du Sud. Clairement, c'est vrai que là aussi, il y avait du niveau. Enfin, Mortensen n'a plus rien à prouver, mais c'est vrai que Rami Malek, c'était le bon moment, et je trouve que c'est entièrement mérité. Passons maintenant à la catégorie du meilleur réalisateur. Alors, Yorgos Lanthimos, voilà, je cherchais le nom tout à l'heure, pour La Favorite, Spike Lee, Black Landsman, Adam McKay pour Vice, et Pawel Polikowski pour Cold War. Eh bien écoutez, le prix a été remis à Alfonso Cuarón pour Roma. C'est vrai que c'est quand même techniquement très abouti. Il y a un vrai travail de mise en scène, il n'y a aucun souci là-dessus. Après, personnellement, moi je l'aurais attribué à Spike Lee. Parce que, voilà, pour moi, c'est un film qui respire la sincérité. Et là où vraiment je trouve que Spike Lee est bon, c'est dans le développement de ses personnages, quoi. Et là, vraiment, encore une fois, ça compte, quoi. Mais il sait mettre en scène des situations de tension aussi entre des personnages, etc. Je trouve que malheureusement, Roma, en fait, le problème, c'est que Alfonso Cuarón est un bon réalisateur, mais Roma n'est pas un assez bon film pour qu'on puisse se dire oui, là, clairement, le réalisateur mérite ce prix. Parce que le problème, c'est que Alfonso Cuarón est un excellent réalisateur, mais si son film n'est pas à la hauteur de ses capacités et de son talent, eh ben, c'est dommage, quoi. On n'a pas envie de lui donner. Donc, bon, meilleur réalisateur Alfonso Cuarón, moi, je l'aurais donné à Spike Lee. Et voilà, nous arrivons donc au meilleur film. Enfin, la catégorie du meilleur film. Alors là, pour le coup, comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, c'était Black Landsman depuis des mois, c'était sûr, et est arrivé Green Book. Alors voilà, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, Viggo Mortensen, c'est vrai que depuis Captain Fantastic, bon voilà, moi j'étais comme un fou, et Mahershala Ali en second rôle, mais voilà, c'est arrivé un peu comme ça, bon, alors, l'ayant vu, effectivement, aucun problème là-dessus. C'est vrai que c'était très serré avec Black Landsman, mais Black Landsman a déjà eu le prix donc, pour le meilleur scénario adapté, meilleur scénario adapté, qui est déjà pas mal. Il fallait bien quand même que ce film ait un Oscar. Franchement, voilà, s'il en avait eu 0, là j'aurais vraiment gueulé. Mais bon, son prix est tout à fait recevable. Après, c'est vrai que Green Book... Alors, le problème de Green Book, par contre, je trouve que la mise en scène, encore une fois, ça me fait un peu penser à... Alors, c'est déjà mieux que dans Bohemian Rhapsody, mais elle est un peu convenue. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore des grands effets de cinématographie. C'est... bon, voilà, on a des séquences où voilà, la caméra est placée de telle façon. Enfin, c'est très convenu, on connaît les codes, ces codes de narration, etc. C'est vrai que le film est tellement fort et on demande déjà à un film d'avoir un bon scénario. Hein, c'est déjà la base d'un film. Il a eu donc le prix du meilleur scénario original. Mais le meilleur film, du coup, ça va de pair. Pour moi, effectivement, c'est vrai que, bon, Vice, bon, c'est Adam McKay. Adam McKay, je ne suis pas hyper fan, parce que, bon, vu ce qu'il a fait avec The Big Short, bon, c'était sympa, mais c'était pas non plus oufissime. A Star is Born ne méritait pas, je pense, le prix du meilleur film, parce que c'est sympa, voilà, c'est pas un mauvais film, mais voilà, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est un très bon film. Mais voilà, on attend plus de moments de cinéma, quoi. Pour moi, c'est pas encore une grande prouesse de la part de Bradley Cooper. Je pense qu'il peut faire... Alors après, c'est sa manière de raconter, il n'y a aucun souci, mais il a des concurrents, quoi. À un moment donné, il y a Roma d'Alfonso Cuarón. Au niveau réel, c'est assez dingue. La Favorite, bon, Yorgos Lanthimos, moi, j'étais pas trop fan de The Lobster. Honnêtement, en fait, j'ai adoré la première partie de The Lobster, la première heure. Et après, je trouvais que ça partait dans n'importe quoi. Mais La Favorite, donc l'ayant pas vu, je mets le bénéfice du doute. Après Bohemian Rhapsody, clairement pas le meilleur film. Alors là, ça aurait été n'importe quoi. Alors là, j'aurais gueulé, hein, pareil, clairement. Bohemian Rhapsody ne mérite absolument pas le prix du meilleur film. Mais alors, absolument pas. Pour plein de raisons que j'ai peut-être évoquées précédemment, mais c'est... Comment vous dire ?
Là, pour le coup, encore une fois, c'est trop convenu, quoi. Vous avez telle scène, etc., telle scène, nanana. C'est trop plan-plan. Il n'y a pas de... il n'y a pas assez d'audace, quoi. On l'a vu 1000 fois, ces films-là, qui nous racontent une page Wikipédia sur un groupe ou sur une personnalité connue, etc. On l'a vu 1000 fois, donc non, ça ne pouvait pas passer. Black Landsman, en revanche, bah... ouais, là, quand même, c'était très serré. Bon, ça aurait été soit l'un, soit l'autre. Voilà, franchement, il n'y avait aucun souci. Green Book avait déjà l'Oscar du meilleur scénario adapté, donc voilà, que ce soit Black Landsman ou Green Book, il n'y a aucun souci dans les deux cas. Je ne me plains pas, je suis très content. Merci l'Académie. Voilà, et par contre, il y avait Black Panther aussi qui était en lice quand même. Alors voilà, mettre un film du MCU en compétition, il n'y a aucun souci. Après, de là à ce qu'il gagne le prix du meilleur film, je pense que c'est pas pour tout de suite. Hein. Voilà, avant qu'un film du MCU aille jusque-là, je souhaite que le MCU devienne quelque chose d'intéressant. Pour le moment, je trouve pas ça, en termes de cinéma, assez fort, quoi. Voilà, désolé de le dire pour tous les fans de comics, mais voilà, le comics, c'est bien, il n'y a pas de souci. Moi, je pense qu'on peut vraiment faire un film où le réalisateur met sa patte, comme avait fait, voilà, si je prends l'exemple de DC, Burton, dans les années 80, voilà, 80-90 d'ailleurs, avait fait un excellent travail, quoi. Enfin, Batman le défi, 92. Bon, voilà, là, clairement, il y a des cinéastes qui arrivent à mettre leur univers dans des films de super-héros. Sam Raimi également. Bon, évidemment, c'est pas tout à fait objectif. Moi, je suis très fan de Sam Raimi et de son travail sur Spider-Man. Nous avons aussi, qui était très bon aussi, V pour Vendetta. Voilà, V pour Vendetta, par exemple. Alors, je ne sais plus dans quelle écurie il se trouve. Mais là, clairement, pour moi, ça, effectivement, là, oui, si on parle de film de super-héros, je pense que V pour Vendetta méritait tout à fait le prix du meilleur film. Alors, peut-être pas le prix du meilleur film, mais en tout cas, méritait des prix, que ce soit pour l'aspect mise en scène ou l'aspect scénario. Là, clairement, voilà. Et pas que des prix techniques, comme on a pu le voir pour Black Panther. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour moi. De toute manière, nous arrivons au bout de notre liste. Donc voilà, un petit mot pour vous dire que pour les prochaines vidéos, je pense que je vais reprendre le format des films. Hein. C'est-à-dire que je vais continuer à parler d'un film, hein, le film de la semaine que j'ai sélectionné. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour me retrouver donc sur VL, donc c'est dès ce soir, hein, voilà, à partir de 20h, où nous allons faire une émission spéciale sur les Oscars, les Césars, les Molières, enfin toutes les cérémonies qui récompensent le cinéma, le théâtre, etc. Dans une émission spéciale donc, qui sera diffusée dès ce soir en direct sur Radio VL. Je vous mets le lien en description comme toujours. Et moi je vous dis donc à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!